Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. De manière presque unanime, les Congolais ont salué l'organisation des 9e Jeux de la francophonie dans notre pays. Ils ont encore été surpris et heureux d'être Congolais ce jour-là à la cérémonie d'ouverture qui a été une cérémonie haute en couleur. Plusieurs témoignages recueillis par nous disent que jamais dans notre pays on a organisé de manière aussi belle, aussi puissante une manifestation festive, sportive, culturelle soit-elle. Ça a vécu et dans quelques jours sera la fin. Nous allons donc nous séparer en tant que pays hôte avec ces visiteurs. Plusieurs délégations sont arrivées, d'autres ne sont pas venues au pays. Mais aujourd'hui, nous ne ferons pas le bilan de ces Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la perception que d'autres peuvent avoir de notre pays au travers de cette organisation. Est-ce que nous avons changé quelque chose? Est-ce que le Congo est perçu différemment après cette cérémonie d'ouverture qui a été un défi technologique, un défi technique, voire même un défi philosophique? Pour pouvoir évaluer un tout petit peu comment nous pourrions pérenniser les compétences assumées lors de cette cérémonie, comment nous pourrions nous dire demain ce ne sera pas comme hier, parce qu'entre-temps, la francophonie est passée par là. Voilà les défis de cette émission. Nous allons essayer de discuter avec des spécialistes qui vont analyser les différents aspects de cette cérémonie, mais aussi de l'ensemble des technologies qui ont été mises en place, parce que c'est quand même de la communication, c'est du journalisme, c'est le design et c'est le numérique. Pour parler de cette question, j'ai le plaisir de recevoir deux enseignants, deux universitaires. À ma droite, Pierre Sana, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur aujourd'hui à l'IFASIC et je crois dans d'autres universités aussi. Vous êtes spécialiste des questions de communication, surtout des questions de journalisme, et vous avez publié un ouvrage qui est encore aujourd'hui en train d'être lu, qui c'est sous les titres de Médias et conflits armés, des journalistes en danger, des journalismes en chantier. Voilà, c'est un livre publié à l'Harmattan. Nous allons un jour vous appeler pour en parler en profondeur. Merci. Et en face de vous, un autre savant, parce qu'il y en a quand même dans notre pays, M. Claude Moukeba, professeur aussi. Vous venez de publier un ouvrage qui reste un peu mystique, hein, parce qu'on en parle beaucoup, plein de symboles, nommer et renommer les lieux, un siècle de bataille idéologique à travers les typonymes de Kinshasa. C'est un livre essentiel qu'il faut lire pour comprendre d'où nous venons, parce que les noms que nous portons ont une signification et une charge historique. Vous aussi, vous accepterez de venir un jour pour qu'on en parle. Avec plaisir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait recours à votre expertise pour que nous puissions discuter dans la franchise, dans la convivialité, parce que vous êtes à l'origine quand même des journalistes, donc vous connaissez ce métier, vous l'avez pratiqué, aujourd'hui vous l'enseignez, et cet enseignement vous permet d'avoir une vision claire et nette sur la société. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'aimerais que nous revenions sur un reportage, parce que nous parlons de cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que cette cérémonie a été perçue par l'étranger? Ceux qui décident chaque jour de nous mettre sur le banc des accusés. Nous prenons donc un reportage de TV5 Monde qui revient un tout petit peu sur les spectacles d'ouverture. Suivons. Voilà, rarement sur une chaîne étrangère, on a évoqué le Congo sans signaler ses failles, ses défaillances. Alors, pour une fois quand même, on voit que TV5 Monde y est allé de la belle manière. Professeur Claude Moukeba, vous êtes un communicologue, vous connaissez la symbolique. Quand vous avez suivi cette cérémonie d'ouverture sur le plan de la communication, sur le plan de l'image publique du pays, quelles ont été vos conclusions? Comment nous pouvons revisiter avec vous, sous votre regard, ce qui s'est réellement passé? Alors, premièrement, je vais faire la différence entre l'événement et la communication. Il y a l'événement qu'on est en train d'organiser, mais autour des événements, on organise la communication. Et très souvent, la communication peut aller dans le même sens que l'événement qui est bien organisé.
la communication aussi peut être bien organisée, mais il se peut, par moment, que l'événement soit bien organisé, mais que la communication qui l'accompagne ne vienne pas. Il arrive aussi que l'événement soit bien organisé et la communication va aussi dans le même sens. Parce que, au bout, on peut dire qu'il y a un principe essentiel à la communication, c'est bien faire et le faire savoir. Et quand vous avez les deux, on peut bien faire et bien le faire savoir. On peut bien faire et ne pas assez bien le faire savoir. On peut faire mal et faire beaucoup de communication autour, c'est du cosmétique. Ou alors vraiment on fait mal et on communique aussi mal. Quand je regarde moi l'événement, ça il faut dire quand même c'était tellement l'ouverture des Jeux qui continue. Encore d'ici quelques jours, on pourra alors boucler finalement pour voir si tout l'événement a été bien fait. Mais au moins on peut noter que l'ouverture, c'était quand même une réussite, vraiment une réussite, d'autant plus que les jours qui ont précédé et les mois qui ont précédé, on se demandait même s'il fallait vraiment organiser ces Jeux-là. Alors, les défis tellement énormes que le succès devient un peu plus grand. Mais ce n'est que le succès de l'ouverture. L'événement, c'est les Jeux qui vont continuer jusqu'à la fin. Peut-être qu'on aura encore le temps de revenir pour faire une vraie lecture. Okay. Pierre Sana, la même question vous est posée. Votre ressenti, vous avez vu ça, vous êtes Congolais certes, vous êtes aussi un enseignant, vous avez le regard scientifique sur l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Alors moi, je parlerai plutôt de la présentation du pays, plutôt que de la perception. Parce que j'estime que, n'ayant pas mené une étude, n'ayant pas des éléments qui autorisent de mesurer déjà la perception, je me concentre sur les reportages qui ont été diffusés et essayer d'analyser la manière dont l'activité a été présentée par le journaliste. Et en cela, je rejoins ce que Claude a dit au sujet de la cérémonie de présentation, d'ouverture. Je crois que la présentation était très bonne et même excellente parce que il faut déjà s'imaginer que le journaliste qui signe ce reportage a dû s'informer sur l'événement, sur le pays. Et si on enlève le son de ces reportages, on pourrait avoir du mal à réaliser que ce reportage parle de la RDC lorsqu'on compare avec les récits qui sont habituellement présentés sur notre pays. Je crois que c'est ce que quelqu'un a appelé un changement de narratif qui, ici, saisit l'opportunité d'une action qui a été effectivement assez bien organisée. On pourrait vous dire, bon, écoutez, le journaliste là, il a été bien motivé, il a fait de la communication et non de l'info. Alors moi, je laisse Claude parler de la communication. Moi, je n'ai pas retrouvé les éléments qui m'autoriseraient de ne pas considérer ce récit comme une information. Le récit il a répondu aux questions de référence et j'ai senti dans le chef du journaliste un effort d'un effacement sur le plan énonciatif pour laisser la place plutôt aux actions qui ont été rendues publiques ici. C'est moi le lieu de vous poser la question suivante. Est-ce que, finalement, qu'est-ce qui détruit la perception? Je reviens encore à la perception. Qu'est-ce qui détruit la perception du pays? Pourquoi le Congo est-il si mal vu de l'étranger, voire même en interne? Peut-être qu'il y a des éléments objectifs, mais je me dis quand même, dans une certaine mesure, on peut retrouver des choses qui sont positives. Mais pourquoi la perception du Congo en interne est si mal vue? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reviens à ce que disait Pierre, qu'il se concentrait sur la présentation que sur la perception. Parce que la perception, c'est le fait du récepteur. La présentation, c'est le fait de celui qui veut se mettre en mouvement. Ouais. Mais la perception dépend de celui à qui on adresse le message. Et dans le travail de la perception, en fait, la construction se fait non seulement par les éléments que l'émetteur envoie, mais c'est ce que le récepteur fait de ces éléments-là. Parce que les éléments que nous transmettons comme émetteurs, nous ne sommes pas les seuls à transmettre les éléments. Le récepteur, avant d'accéder à ce que vous dites, il a lui aussi déjà un prérequis. Parce qu'il a un prérequis,
il peut concevoir ce que vous venez de dire en l'adaptant à ce qu'il sait déjà. Et donc, par moment, je dis par exemple que on se trompe souvent, peut-être on y reviendra, il y a beaucoup trop beaucoup trop de bruit ici que de communication. On confond un peu le bruit et la communication. On croit que quand on a parlé, c'est lui qui vous écoute va exactement comprendre les choses comme vous le voulez, que pas du tout, pas du tout. Parfois, on pense même que la communication, c'est seulement la parole. Non, la communication, c'est d'abord les actes. Bien faire, il faut bien faire, après le faire savoir. Et c'est lui qui le dit, il les juxtapose comme ça, deux verbes, il commence par faire, ne commence pas par parler, c'est d'abord faire. Et puis, après seulement parler. Voilà. Et donc, si vous parlez... Voilà. Et donc, si vous parlez beaucoup, et votre discours ne correspond pas à l'acte, ça devient du bruit. Alors, pour revenir à la perception, je dis que c'est lui qui écoute, qui voit le Congo, il reçoit beaucoup d'éléments qui lui permettent de se représenter le Congo. Mais ces éléments-là, c'est quoi ? C'est le discours qui est porté sur la place publique en dehors du pays. C'est la manière de se comporter de Congolais qui sont en dehors d'ici. Mais regardez même autour de ce qu'on appelle le succès. Enfin, le succès de l'ouverture. Mais qu'est-ce qu'il a laissé après ? Il y a un débat maintenant. Qui est un débat qui court sur 3, 4, 5 jours. Celui-ci n'a pas joué, il devrait avoir joué parce qu'ainsi de suite. Donc même le succès qu'on a eu risque d'être entamé par tout ce qui vient après. Parce que la polémique vient après. Voilà. Mais vous gardez encore la parole, parce que je voudrais avoir une autre précision. Vous venez de dire que l'émetteur, il fait les choses et il envoie ça vers un récepteur. Comment faire alors une communication pour qu'elle puisse aussi en même temps corriger les prérequis ? C'est possible ou bien c'est de la liberté du récepteur ? Non, c'est possible. C'est pourquoi justement la différence de mon point de vue entre la communication et le bruit, c'est que la communication, elle est pensée. Et quand on communique, l'effort stratégique de faire, c'est de casser la polysémie. Parce que la communication, le message que vous envoyez, il peut être perçu de manière différente. Donc le travail stratégique de la communication, c'est de casser la polysémie et de réduire, enfin, d'amener les récepteurs dans le champ tel qu'ils perçoivent les choses comme vous les voulez. Mais même quand vous avez fait ça, il garde quand même sa liberté. Peut-on dire que le journaliste congolais est aussi un élément de cette polysémie ? Bien sûr que oui, parce que le journaliste congolais fait partie des acteurs qui prennent en charge l'acte de présenter le pays dans les récits médiatiques. Mais si vous permettez, je souhaiterais revenir un tout petit peu sur la question qui a été posée à Claude et évoquer ici les 6 cas de figure que Claude a évoqués en ouverture de l'émission, en parlant de bien faire et faire savoir. Et bien faire savoir, mal faire et bien communiquer. Bah, voilà. Et donc là, je reviens, je dis la même chose autrement, et en soulignant que la communication l'action reste la meilleure des communications. Quand on agit bien, quand on pose des belles actions, parfois, l'action peut suffire à communiquer. Et si on ajoute encore une belle communication au-dessus d'une très belle action, là, on a atteint le summum même de la communication. Et donc, ici, je crois que nous sommes en face d'un cas où l'action est excellente. Et ça a plus ou moins facilité la communication. De sorte que, pour revenir à la notion de la perception, même avec des prérequis négatifs, l'action et la communication auxquelles on s'expose vous obligent à accepter l'évidence. Voilà. À revoir vos calculs. Alors, donc, s'il faut déjà commencer par bien agir, ça facilitera l'action de la communication. Exactement. D'où ma question, voilà. Je reviens à ma question. Voilà. Dans le cadre du journalisme que nous pratiquons aujourd'hui, oui. Est-ce que le journaliste congolais a cette conception, a cette capacité de bien agir? Alors, par définition, le journaliste a même l'obligation de bien agir lorsqu'on regarde... Je parle du journaliste congolais. Voilà, lorsqu'on regarde... Je vous sens réticent. Non, mais le journaliste congolais, par définition, c'est d'abord un journaliste. Donc, qui a appris normalement les règles professionnelles, qu'il a eu le temps de mémoriser et de savoir comment les manier, comment les manipuler
pour être utile à sa société. Mais la réalité peut être différente. Parce que le journaliste congolais, comme d'ailleurs le journaliste dans n'importe quel coin du monde, ne travaille pas toujours dans les conditions maximales. Et ça peut amener à ce qu'il fasse fi des conditions. Professeur Pierre Sana, j'insiste pourquoi? Oui. J'insiste parce que vous avez écrit journalisme en chantier, journaliste en danger. Oui. Donc quand nous parlons de journalisme en chantier, vous supposez qu'il y a une dynamique de construction. Hein? Et j'aimerais que vous évoquiez cela. Parce que de toute façon, parmi les éléments qui partent du Congo, qui vont à l'extérieur, plus de la moitié des éléments négatifs sur le pays viennent de journalistes. Alors, ici, on peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. Il y a d'abord des journalistes qui travaillent mal parce qu'ils vont se défendre en disant qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de matériel, etc. Ils travaillent mal. De les conditions matérielles. Et les conditions matérielles, sociales et professionnelles. L'environnement, c'est la grande excuse, quoi. On peut admettre. Ouais, okay, d'accord. Mais il y a les conditions sécuritaires aussi. Le fait que sur le plan, on va dire comment, dans le livre j'ai plus évoqué la situation des guerres dans l'Est du pays, on peut se retrouver dans l'impossibilité de respecter les règles professionnelles. Mais il y a aussi le problème lié à l'inexistence ou à la faiblesse de l'état de droit. Il y a une insécurité juridique et judiciaire qui peut contraindre le journaliste à pratiquer l'autocensure pour préserver sa vie. Donc il y a toutes ces conditions qui ne justifient pas forcément la mauvaise qualité, mais qui expliquent, parce que ma démarche n'est pas de dire qui a tort, qui a raison, mais de comprendre pourquoi les actes sont posés. Voilà. Et donc aujourd'hui, les journalistes, ils travaillent dans les conditions qui est les siens. Et si je parle comme Claude de la perception, je peux choisir de dire qu'ils travaillent mal, ou je peux choisir de voir que c'est un héros lorsque je compare les conditions aux résultats. Voilà, donc alors, évidemment, nous avons là peut-être visité rapidement le spectacle d'ouverture. Vous avez vu qu'il y a eu un certain nombre de choses qu'on a montrées. Il y a eu des belles images, c'est souvent la lumière. Mais en même temps, il y a eu aussi une autre communication importante. C'était le discours du chef de l'État. Parce que ce jour-là, lui, il a parlé. Oui. Nous allons prendre un extrait de son discours pour analyser les contenus. J'espère que nous allons tomber sur les discours qui expliquent à peu près l'enjeu pour que l'on puisse dire, bon, de Kinshasa, comme parti un discours, on va essayer de l'analyser avec les experts que vous êtes. Nous allons suivre dans cet extrait. Excellences, Messieurs les Premiers ministres et représentants des chefs d'État, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ici représentée, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants au 9e jour de la francophonie, chers jeunes francophones, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais,
Cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la République. On notera que les meilleurs, ses vrais amis sont dans la diversité. Voilà, dans un discours de 5 minutes 8 secondes, je crois que c'est un des discours les plus courts que le président a eu à tenir depuis qu'il est à la tête de ce pays. Après l'adresse de 6 minutes. Mais ça, c'est moins. Il a battu le record de 2 secondes. L'adresse de 6 minutes, c'était une déclaration de guerre en décembre 2022. Aujourd'hui, quand même, le président a battu les records, son propre record. Oui. Il a fait 5 minutes 8 secondes. Donc, un discours très court, Oui. mais pas dans le sens de déclarer la guerre comme la fois passée. Alors maintenant, on va essayer d'analyser. Je vais dire que l'événement lui-même était un message. Exact. Mais il y a eu aussi le message du président. Alors, vous êtes les experts du langage, vous êtes experts de l'analyse des contenus. Je voudrais quand même avoir votre ressenti, votre analyse de ce discours. On commence par vous et puis on va prendre Claude. Alors moi j'ai noté que le président a souligné quelque chose d'extrêmement important de mon point de vue, Oui. c'est le vivre ensemble, la volonté de vivre ensemble. C'est une chose importante, surtout dans un pays qui est quand même déchiré, confronté au conflit armé. Et cette volonté de vivre ensemble est ici exprimée, pas que sur le plan national, mais aussi sur le plan international, parce qu'il évoque parmi les pères fondateurs de la francophonie, il évoque des dirigeants africains, mais pas que. Donc c'est une manière de situer le Congo dans un ensemble beaucoup plus important et de marquer l'importance d'ailleurs du Congo dans cet ensemble-là.
Je crois que ça, c'est, de mon point de vue, là, des éléments les plus importants. J'aurais juste souhaité que le chef de l'État fasse un clin d'œil aux compatriotes de l'Est qui n'ont pas, peut-être ici, l'opportunité, compte tenu des conditions actuelles, de participer à cette grande fête. Il reste avec vous une dernière question, peut-être les non-dits. Le président, en évoquant les chefs d'État d'ailleurs, il n'a pas cité un chef d'État français. Pourquoi? De mon point de vue, c'est juste pour montrer que la francophonie, ce n'est pas la France. Je crois que c'est important aussi. Ce n'est pas la France et ses colonies. Non, ce n'est pas la France. Sinon, le Congo n'est pas une colonie ou une ancienne colonie française. Et donc, c'est une façon de montrer que la volonté de se mettre ensemble avec, même si l'élément commun, c'est le partage de l'usage du français, mais ce n'est pas une idée qui a été forcément défendue par la France. Et c'est ça l'idée, oui. Claude Moukeba, toujours la même question, votre analyse du discours du chef de l'État? Oui, j'ai noté, donc, pour ne pas revenir sur les mêmes choses, mais au fond, c'est un discours un peu qu'on peut imaginer déjà avant même qu'il ne parle. Ça va dire le vouloir vivre en communauté, la vitalité, l'amitié. On peut fermer les yeux et penser que c'est en fait ça les objectifs même de la francophonie, on peut les rappeler. Alors, sur le fait qu'il n'ait pas cité le président français, au-delà de ce que disait Pierre, je crois que la francophonie n'existerait pas si la France était seule. Voilà. La France, si elle était seule, on n'aurait peut-être pas parlé de la francophonie. Ce qui fait le lien entre la France et les autres, c'est la langue. Et c'est donc ceux qui partagent la langue, ceux qui ont accepté, en dehors de la France, de participer à cette création qu'il appelle les pères fondateurs. Je crois que c'est essentiel au-delà de la simple France elle-même. Bon, maintenant, je crois quand même que le discours, au-delà du discours qui est très important, c'est que c'est un moment fondateur du retour du Congo sur la scène internationale. Quand on considère le contexte du Congo, ce qui est passé avant, le chef de l'État a aligné beaucoup de choses qui ramènent le Congo dans la scène internationale. Et ça, je crois que c'était un moment fort. Si donc j'entends le discours par exemple, mais à Mbandaka par exemple, est-ce que les gens ont suivi ça? J'ai vu quelqu'un qui rigolait comme ça sur les réseaux sociaux qui dit mais si vous demandez qu'on mange, on mangera tous les jours, mais ça arrive une seule fois. Et c'est un moment fort pour marquer le retour de la RDC sur la scène internationale. Ce retour-là, c'est aussi un retour sur le plan de la technologie. La RTNC, la chaîne nationale, a assuré ce transfert des images, parce que même les images qui ont été diffusées sur TV5, il n'y avait que la RTNC qui avait les signaux. Alors, pourquoi on n'a pas de clin d'œil pour la RTNC? Vous avez une petite chose à dire pour le féliciter un peu? Ouais, mais je crois que là, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a eu beaucoup de félicitations à l'endroit de la RTNC. Je me demande même si elle n'en a pas trop reçu. Alors, un petit clin d'œil ici à l'équipe. Dont on comparait il n'y a pas longtemps les images avec celles de l'échographie. En tout cas, j'en profite pour féliciter en votre nom la nouvelle direction, la nouvelle direction qui est quand même constituée des hommes sortis de notre école. Exactement. C'est quand même Sylvie Elengue et M. Voto qui sont des enseignants aussi comme vous. Exactement. Et alors, donc, c'est tout bien quand ça se fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que va-t-on assurer des suivis? Va-t-on rester dans les standards de cette francophonie ou c'était simplement une performance due à la fièvre? Vous voyez, quand vous avez des problèmes, quand vous avez la fièvre, vous avez une certaine performance. Est-ce que, à quelles conditions peut-on assurer maintenant que la suite va rester dans ce standard-là? Parce que j'ai même vu dans la circulation, les embouteillages ont baissé. Donc il est quand même possible d'obtenir quelque chose de bien dans ce pays. Exactement. Alors, le jour où on va clôturer la francophonie, nous allons retourner aux mauvaises images et aux embouteillages. Oui, mais moi je reviens à ce que j'ai dit tantôt, les images ne se créent pas d'elles-mêmes, sauf si on est dans le virtuel. Donc il va falloir que quelque part on pose les bonnes actions
pour espérer continuer à vivre ce qu'on a vécu. Alors, lequel? Dans le cas, ici, j'ai donné 2 exemples. Dans le cas, par exemple, de la RTNC et des autres chaînes de télévision, comment nous faisons pour rester dans les standards que la francophonie nous a révélés? Claude Moukéba. Oui, je crois que la RTNC a été à la hauteur, ou bien elle a produit ce qu'elle a produit parce qu'elle a été renforcée en termes de matériel. Ben, il faut maintenant entretenir ce matériel. Mais aussi travailler sur le contenu, la manière de présenter les choses. Il faut quand même dire que si au-delà de tout ça, il y avait des très belles images, il faut quand même que la RTNC travaille aussi sur le contenu. J'ai suivi par moments des directs, les gens répétaient les mêmes choses. Donc il y a un travail à faire sur le plan du contenu. Un travail de formation. Exactement. Les journalistes. Exactement. Oui, avant de parler de la formation, je voudrais souligner quand même les moyens financiers parce que c'est important. C'est vrai que le gouvernement a mobilisé les moyens nécessaires pour qu'on arrive à ces résultats. Et que demain, avec les mêmes équipements qui sont déjà achetés et mis à la disposition de la RTNC, s'il n'y a pas les moyens financiers qui doivent accompagner ces technologies, parce que le ministre de Sport, un autre de votre école, première promotion. La première promotion, Kabulo Mwana Kabulo, disait, évidemment, les médailles, on va le compter, on va célébrer nos champions, mais les plus grands bénéfices de cette compétition, ça aurait été les infrastructures dont nous allons bénéficier. Alors, ces infrastructures doivent être entretenues. Il faut donc former les gens. Et un clin d'œil à la police pour les embouteillages. Nous allons revenir aux embouteillages, vous pensez, ou bien nous avons appris la leçon? Si on retire le supplétif emprunté à l'armée qu'on voit sur les routes, je crois qu'on rentrera aux mêmes embouteillages. Je pense qu'il y avait un renforcement des effectifs en termes de ressources humaines. En même temps, il y a une conjonction de choses. On ne sait pas très bien comment démêler tout ça. Il se fait que quelques jours avant le lancement des Jeux, il y a eu, changement au niveau du commandement de la police au niveau de Kinshasa. Le nouveau patron avait pris certaines mesures. Par exemple, il a dit, n'arrêtez pas les gens. Par exemple. Ce qui retarde les gens dans les carrefours. Est-ce que c'est aussi dû à ça? On va voir après les Jeux si ça va continuer ou pas, mais on souhaite que ça continue. Alors, la population, elle est quand même désireuse de voir ces performances, en tout cas sociales, perdurer, se prononcer, se prolonger, et que nous pouvons rentrer dans le pays avec ces minimums de standards obtenus exceptionnellement par la francophonie. Nous avons interrogé quelques personnes, vous allez suivre un peu. Quelle est la perception des Congolais par rapport à l'image même de la francophonie et qu'est-ce qu'ils pensent pour l'avenir. Suivons. Le 9e jeu de la francophonie, pour moi, c'est vraiment une très belle initiative que le gouvernement a prise, vu les nouvelles infrastructures que nous avons sportives et les différents invités qui sont venus de la capitale. C'est une très grande chose pour le Congo et très bénéfique pour vendre l'image de la RDC à l'étranger. Personnellement, j'y étais pour voir les jeux, comment ça se passe. Vraiment, c'est déjà une très grande chose pour nous, les Congolais. On a eu le temps de sortir nos enfants, enfin de visiter nos infrastructures, les stades qui sont nouvellement rétablis. On a vu des athlètes, on a vu des jeux et cela nous pousse à revenir aussi dans le bon sens sportif congolais. Je crois que chaque nation a sa culture et pour nous le Congolais, l'État congolais doit d'abord se focaliser sur ce point-là. Donc après les Jeux de la francophonie, l'État congolais doit promouvoir le sportif congolais. Nous devions nous-mêmes prendre en charge nos athlètes sur toutes ces disciplines pour que nous fassions nous-mêmes aussi un tournoi national en invitant les autres à venir voir ce qui se passe chez nous. C'est une bonne chose. C'est l'honneur des Congolais, c'est l'honneur du pays, l'honneur du président de la République, du gouvernement, ainsi de suite. C'est une bonne chose, une bonne initiative. C'est vraiment encourageant. Je suis dans la joie parce que le peuple congolais est dans la joie. Tout ça. Tout ce qui se passe là. Oui, c'est vrai, c'est là, ils ont dit. Mais sur place, ils ont vécu d'autres choses. Moi, je pense que l'État congolais doit améliorer, doit travailler de plus en plus pour l'image de marque notre pays à l'échelle internationale. C'est une bonne chose. Parce que vous savez comment le Congo a marché. Mais aujourd'hui, c'est un autre pays. C'est pointe à l'horizon. Il faut que l'État congolais, le gouvernement, le président, le ministre, 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 le président, le ministre
les choses vont s'améliorer. Il faudrait qu'on travaille de plus en plus. Notre conscience, les Congolais doivent prendre conscience de leur pays. Et le gouvernement doit appuyer son peuple pour faire avancer le pays. Ce qui est positif pour moi, c'est cette organisation-là. De par les informations que nous recevons de ceux-là qui y viennent, qui sont allés assister à ces jeux, ils reviennent quand même avec de très bonnes informations par rapport à l'organisation. Et moi personnellement, ce qui m'a plus intéressé, c'est de par la situation de notre pays, un pays qui est vu de par le monde comme un pays qui est de manière permanente en guerre, comme un pays où les gens souffrent généralement. Alors si le pays peut arriver à organiser de telles manifestations, ces Jeux de la francophonie, dans les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, je pense que c'est quelque chose à encourager. Et encourager aussi surtout notre chef de l'État. Je pense que le gouvernement doit fournir un effort pour que de telles organisations se maintiennent dans les avenirs. Et tous les entretiens, la réhabilitation du stade, je pense que si on peut maintenir ce stade de toutes les périphériques, de toutes les réhabilitations qui se sont faites aux alentours, si on peut les maintenir vraiment, que les Congolais prennent la conscience, ça ne restera pas seulement au niveau des organisateurs, mais aussi c'est surtout ceux-là, les utilisateurs que nous sommes, nous les Congolais, qui devons prendre conscience. Tout le monde est unanime, il faut renforcer les éléments de cohésion, il faut renforcer la performance sociale. En tant que pays, on peut quand même émettre à un niveau donné. C'est impossible de toujours croire que rien ne peut changer. Il faut que ça peut changer aussi. Alors, je reviens à vous, parce qu'il y a aussi une dimension très culturelle. On n'a peut-être pas parlé des sports, mais je voudrais quand même que vous reveniez sur les dimensions culturelles de cette France, qui est quand même en mal dans les anciens pays colonisés. En même temps, ce français, qui est une langue qui est aussi en mal sur le plan commercial et dans le monde du business. Comment nous faisons pour défendre ces deux choses à la fois? Claude? Défendre la langue ou la France? Ça dépend de vous. Parce qu'en fait, la France, c'est quand même le pays qui nous a donné ce français. Est-ce que nous ressentons ça comme un don ou comme un accident de l'histoire? Est-ce que nous ressentons le français comme une valeur à protéger ou comme un accident de l'histoire? Alors, moi, je pense que il y a pas grand monde qui maintient le lien entre le français et la France. Le français est la langue officielle depuis l'indépendance. Et je crois que les usagers de cette langue n'établissent pas toujours le lien avec le pays. Donc on parle d'une langue qu'on a héritée de la colonisation qui aujourd'hui, et je crois c'est aussi l'esprit de la francophonie, fait partie de notre patrimoine national. C'est une langue congolaise et cette langue est même parlée, plus répandue que la plupart des langues nationales. Comme on a hérité du Coca-Cola, voilà, sans pour autant hériter de l'Amérique. Hein? Voilà, et un peu, je crois que les Congolais, les Quinois, en tout cas moi, parfois je regarde de très loin ce qui se passe en France et ce qui se passe entre la France et ses anciennes colonies. On ne se sent pas très très impliqué dans cette relation, dont je trouve absurde l'idée de pouvoir défendre la France. Parce qu'aujourd'hui, le Congo s'est approprié cette langue et moi je suis né après l'indépendance et donc j'ai toujours parlé le français. Je n'ai pas connu une situation antérieure, donc où, voilà, je parle le français comme le lingala. Et nos enfants, c'est quand même devenu la langue maternelle parce que la plupart des enfants aujourd'hui, ils ont appris à parler le français avant même les langues locales. La même chose, bon, je voulais dire que
dans le même ton. Je crois qu'il ne faille pas opposer le français comme accident ou valeur. Parce que même les valeurs, à un moment donné, c'était des accidents. Ce que l'on considère finalement comme valeur aujourd'hui, c'était des accidents. Je m'amuse beaucoup quand j'entends les gens dire, par exemple, à Kinshasa ou à travers la République, représenter la femme congolaise par le pagne. Mais le WAC, ce n'est pas congolais. Mais finalement, on se l'est approprié, c'est devenu. Donc la langue française, c'était un accident, mais nous nous sommes appropriés de ça. Et donc, comme disait Pierre, les générations après nous, ils commencent même à parler en français avant de parler lingala. Et donc, par moments, ils formulent même des phrases en lingala en pensant en français. Alors que nous, on pensait en lingala, on l'inverse. Vous avez travaillé sur les typonymies, hein. Comment on appelle ça? Les toponymes. La toponymie. La toponymie. Et dans la ville de Kinshasa, vous avez observé ce nombre de changements. Est-ce que... parce que j'ai vu quand même qu'il y a des avenues qui étaient des avenues qui évoquaient la langue française. Exactement. Et depuis lors, on est en train de changer ces avenues pour leur donner des connotations un peu locales. Oui, il y a eu, on va dire, en ce qui concerne la toponymie, on va dire 2 moments. Déjà, après comment on appelle ça, la révolution. La révolution avec Mobutu, le coup d'État. En 1966, on commence déjà à faire cet exercice de revenir à recours, c'est quelques années après, en 1972. Mais d'abord, c'était d'abord le nationalisme congolais. C'est en ce moment-là que Kinshasa, Léopoldville devient par exemple ça. En 1973, en 1972, le mouvement s'est davantage accru avec une direction claire d'éliminer tout ce qu'il y avait comme des vestiges du passé. Et donc c'est en ce moment-là vraiment qu'on a évacué tous les noms qui venaient de la Belgique, ainsi de suite. Mais quand on arrive à la conférence nationale souveraine, on se dit qu'il faut faire, on ne fait pas un retour, mais on dit qu'on peut garder des noms étrangers, mais des noms des personnes qui avaient contribué à l'histoire du Congo. Par exemple, Tata Raphaël. Tata Raphaël, c'est un Belge, mais Tata Raphaël, dans la mémoire collective, n'est pas perçu comme belge. Quand vous le comparez à Roi Baudouin, c'est pas la même chose, parce qu'il a participé à l'histoire du Congo. Donc, à la conférence nationale souveraine, on rationalise un peu le retour à l'authenticité. On va prendre des noms d'ici et là-bas, pour autant que ces gens avaient participé à l'histoire du Congo. Donc c'est de la culture, mais la culture, en réalité la culture, ça peut être un accident de l'histoire. Ce qui était accident devient après culture. Je vous pose une autre question, peut-être qu'elle me passe à l'esprit, mais je ne peux pas la faire passer. À la conférence nationale, et surtout quand Mobutu s'en va, ou même avant qu'il ne parte, nous décidons de revenir au prénom chrétien. Alors que nous avions vécu une 20aine d'années avec des noms authentiquement congolais. C'était un recul ou c'était un progrès? Bon, moi, je crois que c'était d'abord une décision politique, parce que le recours au nom, on va dire, authentique, était perçu et retenu comme une décision de Mobutu. Et comme la tendance à l'époque était d'effacer ce que Mobutu avait fait, parfois sans discernement, on ne s'est pas interrogé plus longtemps que ça. Il fallait effacer quelque chose. Alors, aujourd'hui, on peut remarquer que la tendance revient. Mais c'est un peu... Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui... qui s'appellent Amani, qui donnent des noms typiquement congolais, comme des prénoms à leurs enfants. Et encore même que certains maintenant commencent par le nom, le post-nom vient après, Moukeba, Claude. Donc, on veut marquer d'abord le nom. Son appartenance culturelle. Et voilà. Je crois que la différence, c'est que ici le mouvement vient d'en bas. Personne n'a imposé ça. Les gens, chacun avec celui, ils décident de faire ça. Alors qu'avec le recours à l'authenticité, ça venait une décision. C'est en fait la grammaire sociologique décide que ça soit ainsi. Et par moment, lorsque c'est décidé d'en haut, les gens feignent de faire et ils résistent quand même à ça. Et puis, quand on laisse ouvrir, c'était la cravate, la même chose. Les prénoms, on est répartis. Quand ils arrivaient en Belgique, ils étaient en cravate. En fait, c'était une résistance à la décision imposée. Exactement. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin presque de cette émission. Vous avez été tellement bien dans votre peau de savant
vous me demandez de revenir avec vous l'un de ces jours pour pouvoir clôturer. Parce que là, nous avons fait seulement les débuts. Il faudra maintenant que nous puissions faire l'inventaire général de cette francophonie, mais comment améliorer l'image de notre pays. Alors, pour terminer, je vais vous poser quand même une autre question. Je reviens sur le métier de journaliste. Oui. Aujourd'hui, sommes-nous en phase, la formation que vous donnez aux journalistes, est-ce qu'elle est en phase avec le contexte technologique, le progrès des technologies? Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des réseaux sociaux, on parle plus des médias à l'instantanéité. Les rudiments du journalisme, c'était le temps, le traitement. On avait des moments où les formations étaient livrées et tous on attendait 20 heures pour les grands journaux. Maintenant, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous adaptez l'enseignement à ces nouveaux paradigmes, ou bien vous dites que bon, c'est un phénomène de mode, ils finiront par se fatiguer, on rentrera dans le classique? Je crois que le programme est quelque peu dépassé. Ici, je fais une distinction entre les programmes qui est coulé sous forme de loi, etc. Et il y a à côté des enseignants qui font un effort individuel de se mettre à jour et d'adapter le contenu de leurs enseignements aux réalités du marché. Donc le programme, à mon sens, est très dépassé. Il faut l'adapter, mais comment? Parce que à la vitesse où vont les choses et par rapport à la lourdeur des décisions administratives et politiques, et tout ce qui me semble réalisable pour l'instant, c'est une mise à jour constante des enseignants, du personnel enseignant. Donc on devrait recycler de manière régulière les enseignants, pour surtout ceux qui enseignent les sciences de l'information et de la communication, pour ne fût-ce que permettre la maîtrise de la technologie. Mais vous avez appris quand même que nous qui utilisons les journalistes, les niveaux qui nous arrivent est relativement faible. Alors, je vais vous dire quelque chose que je dis souvent, là, en tant qu'enseignant, aux collègues qui gèrent les médias, c'est que malheureusement, lorsque vous renvoyez leurs cotes de stage, ce sont toujours des cotes très élevées. Alors, on ne comprend pas le sens de cette remarque. Après, ça, c'est pour défendre. Après, je tiens aussi à souligner que c'est dans cette même école-là que des personnes comme Patient Ligodi ont été formées et qui ont créé Actualité.cd. Et tout ce qui font les médias en ligne, la plupart sortent quand même de cette école-là. Et donc, on n'a pas... Très bon avocat de son alma mater. Claude, pour terminer, je reviens encore un peu à la symbolique générale. Communication n'est pas bruit. Alors, comment faire pour que les bruits diminuent au profit de la communication? Alors, là, je voulais d'ailleurs terminer par là, parce que le domaine de la communication, on ne fait peut-être pas très attention. Si les journalistes mettent en train, on va dire, un peu de sombrer ou tout ce qu'il y a, je crois que dans ce pays, le domaine de la communication est en train de remonter. On ne fait peut-être pas très attention. Vous voyez l'arrivée du pape, c'était quand même aussi un succès en termes d'organisation, avant même les Jeux. On le disait tantôt que l'équipe qui a travaillé sur l'événement, c'est essentiellement de Congolais. Il n'y a pas des gens qui sont... C'est des gens d'ici. Mais j'ai l'impression que l'État ne fait pas très attention à cet aspect-là. Et je peux vous surprendre, dans la dernière loi, la loi sur... Du 23 mars. Oui, 23 mars sur les médias. Il y a eu une confusion... on va dire, déroutante entre les journalistes et les communicants. On doit faire la différence entre les journalistes et les communicants. D'ailleurs, si vous regardez sur les plateaux de télévision à ce jour, les gens qui passent dans les émissions des journalistes, à 90%, ils ne sont plus journalistes. On ne peut pas être chargé de communication, attaché de presse, et se présenter sur un plateau comme journaliste. L'État doit veiller à ça. Et si l'État lui-même, déjà, dans la loi, a fait cette confusion-là, c'est dangereux. Il n'y a pas que l'État. Parce que Pierre parlait des programmes, justement. Vous allez même dans les programmes d'enseignement à la faculté, vous trouvez cette confusion-là. On va donner des cours qui auraient dû être donnés en communication, on les donne en journaliste. Et donc, on fabrique déjà dans la tête de journaliste qu'il peut être en même temps communicant et journaliste. Donc,
la communication, la malchance de la communication, c'est que quand on commence à parler, et les gens pensent que la communication, c'est la parlotte. Il n'y a pas que la parole. On peut faire de la très bonne communication sans parler, seulement avec les actes. Alors, on confond toujours... Allez, je donne un exemple que je donne souvent. Par exemple, vous voyez, je n'en veux pas à ceux qui conseillent au chef de l'État. Il y a un pont qui est jeté entre deux quartiers. Deux quartiers de Kalamou, Kimbangu et Yolo. Un pont. On demande au chef de l'État d'aller inaugurer ce pont-là. Vous voyez? C'est lui qui conseille ça. Il se dit sûrement que c'est bien. Les gens vont dire que les chefs... Fait des choses. Voilà. Mais on peut, et on revient à la perception. C'est lui qui reçoit le message. Il peut l'interpréter autrement. On peut dire que les chefs n'ont rien à faire à son bureau. Ils viennent seulement ici. Voilà, parce que ça peut être fait par le chef de quartier ou le bourgmestre. C'est tout ça. Et donc, il y a beaucoup de bruit que de communication. La différence, c'est que la communication, elle est pensée. Et quand on y pense, on sait pourquoi, à qui on veut s'adresser, on fait les choses en fonction de ça. Sinon, on fait le bruit, et à Kinshasa, il y a une expression qui montre vraiment que c'est du bruit. On dit, pour parler de campagne, une campagne, on dit « Tosale la moma kelele ». Tosale la moma kelele. Donc, Tosale la moma kelele, ça veut dire la campagne. Et donc, on confond un peu bruit et communication. En tout cas, je dois vous remercier. Vous avez été d'un très grand secours pour Chemin Critique. Et pour vous remercier, je voudrais que nous puissions suivre, parce que c'était aussi la culture, la francophonie. Il n'y avait pas que les sports, il y avait aussi la musique. Et une des grandes stars, pourquoi pas, il faut accepter, de notre pays a été invitée. Et nous voudrons quand même terminer cette émission en suivant sa prestation. Voilà, c'est Fally Ipupa. Nous vous annonçons avant de nous séparer définitivement que Maître Gims est attendu à Kinshasa pour la clôture. Il va certainement être avec Ferregola et qu'il y aura aussi devant l'esplanade du Palais du Peuple un autre concert. Nous sommes un pays de la musique. N'oubliez pas que nous avons notre rumba inscrit au patrimoine mondial. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas voulu faire du bruit aujourd'hui. Nous avons voulu faire de l'information et de la communication. C'est comme ça que à ma droite, il y avait un très très bon journaliste et à ma gauche, un très très bon communicant. Les deux sont des enseignants. Vous les avez vus, Claude Mukeba et Pierre Sana, qui sont aujourd'hui en train de former les journalistes, les communicants, mais ils doivent aussi impacter le pays entier. Il faut penser au pays qui doit aussi communiquer. Au revoir donc et à la prochaine.